Évasion littéraire, bienvenue à vous, avec l'auteur Mathieu Méranville. Bonjour Mathieu Méranville. Bonjour Wanda. Alors, vous êtes originaire de la Martinique. C'est bien ça, Saint-Esprit. Carte géographique, merci d'avoir répondu aussi rapidement, Saint-Esprit. Alors, vous êtes journaliste à la rédaction des sports de France 3, c'est ça? Voilà, c'est ça la Alors, rédaction nationale. qu'est-ce que vous faites dans cette rédaction? Là, depuis quelques temps, je suis toujours à la rédaction des sports, mais depuis à peu près un an, j'ai changé un petit peu de casquette. Je travaille un peu au service information générale, donc ça peut être... Là, j'ai fait un reportage tout récemment sur le food surfing, c'est les gens qui s'improvisent cuisiniers, restaurateurs et qui font la cuisine chez eux. Par exemple, après, je peux faire l'Ukraine, des choses comme ça, plein de choses. Parfait. Donc, au niveau du sport, le livre Les Poilus Nègres, coécrit avec Serge Billet, qui est aussi journaliste et qui vit en Martinique et qui présente aussi, je crois, le journal télévisé, c'est bien ça? Qui présente le journal télévisé en Martinique, mais c'est une longue histoire, parce que Serge et moi, nous étions jeunes journalistes étudiants à l'école de journalisme de Lille. C'est là qu'on s'est connus. Bah, c'est parfait. Alors là, on va parler de l'histoire. Permettez. Donc, Les Poilus Nègres, soldats créoles et africains en 14-18. Dans le fond et dans la forme, Mathieu, comment avez-vous écrit cette histoire des soldats créoles, africains 14-18, au niveau des documents, des archives, des recherches, et bien si aussi il y avait des journaux de bord, hein. Voilà. Au départ, on se dit qu'on va écrire cette histoire, donc c'est très vague. On se dit, tiens, il faudrait qu'on puisse écrire cette histoire que l'on voit pas toujours écrite. Et donc là, c'est facile de le dire. Et puis après, il faut trouver. Donc c'est de la documentation. Je suis allé beaucoup à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, Serge à la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France. Et puis après, ça c'est tout ce qui est documentation écrite. Après, il y a les voyages. Nous sommes partis au Sénégal, par exemple. Nous avons rencontré des gens, bien sûr, il n'y a plus de tirailleurs sénégalais de 14-18, mais on rencontre des gens qui ont pu nous apporter des témoignages. Et Serge a fait la même chose en Martinique pour les Antilles. Et puis après, reconstituer, des choses se sont passées aussi bien en Afrique que dans les dom-toms actuels, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Tahiti, Calédonie, un peu tous ces pays. Avec toutes ces recherches, ça vous demande combien de temps d'élaborer un ouvrage comme ça, sur un plan historique ? C'est à peu près 2 ans, 2 ans de travail, hein. Au départ, je vous dis, vous partez de rien, puis après les choses se mettent en place. C'est une pelote de laine où on tire un fil comme ça et tout vient au fur et à mesure. Des rencontres aussi avec des historiens. Par exemple, nous sommes allés au musée des Forces armées à Dakar. On a rencontré des militaires qui travaillent là-dessus. Donc c'est vraiment un travail enrichissant et intéressant de notre point de vue. J'aimerais que vous alliez à la page 29 et lire juste le soldat dit à un moment. Et il y a un paradoxe que j'aimerais revoir avec vous. Page 29. Le soldat dit à un moment, allez-y. Le soldat dit à un moment, nous sommes convoqués pour 6 heures. Il en est 8 que nous sommes encore à faire le pied de grue dans la cour extérieure du fort. Malheureux ceux qui n'ont pas pensé à remplir leurs poches de choses comestibles. Ils ne mangeront pas avant 2 ou 3 heures de l'après-midi. Alors, j'aimerais que vous continuiez en disant « Le moment est venu pour payer à la France la dette ». Continuez. Le Dezé est à l'origine une forteresse à vocation défensive. Sa construction avait été décidée après une attaque anglaise en 1762. Alors, je vais reprendre avec vous. Nous sommes trompés de page. Non, page 29. Allez-y, 29. Est-ce que vous êtes à la page 29? Oui, je suis à la page. Il y a un moment donné, le moment est venu pour moi de payer à la France la dette de sang voilà, c'est bien que ça. je lui dois. Voilà, le moment est venu pour moi de payer à la France la dette de sang que je lui dois. Il le faut, donc en avant. Alors, quel est le paradoxe? Pourquoi dire que ces soldats, les poilus nègres, ont une dette avec la France? C'est tout le paradoxe de l'état-major et des hommes politiques de l'époque. Dire que, en fait, si vous voulez devenir citoyen, parce que nous sommes encore dans le code de l'indigénat, où aux Antilles, ce sont des citoyens de seconde zone, qui sont pas totalement citoyens. Donc, si vous voulez devenir citoyen français, il faut que vous soyez capable de mourir pour ce pays, payer ce qu'on appelait l'impôt du sang. Voilà, c'est la seule manière dont vous pouvez prouver que vous avez un attachement à la mère patrie.
Le 26 juillet 1915, il y a ce paquebot qui s'appelle la Virginie. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'enfer que vont vivre ces poilus à Bordeaux? Vous savez, les poilus, lorsqu'ils partent, les poilus antillais, ils partent à bord de ce paquebot Virginie. Déjà, il y a une chose qui est terrible, c'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a une sorte de ségrégation. Les blancs sont bien logés, et puis après, les noirs sont relégués, pas tout à fait dans les cales, mais ils sont déjà aussi des citoyens de seconde zone. Et puis après, lorsque vous arrivez à Bordeaux, vous vous rendez compte aussi que finalement, vous êtes dispatchés dans des camps. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de... comment vous dire ça? Il n'y a pas vraiment de... Il y a une classification qui se fait déjà entre les Noirs et les Blancs. Et on se rend compte qu'ils ne feront pas la même guerre. Et puis aussi, il y a un choix. Je veux dire que tout le monde ne peut pas aller, tout le monde ne peut pas être poilu. Les Amérindiens, quand on est trop Indiens, alors finalement, il y a une classe, quoi. Il y a un choix, il y a un casting, entre guillemets, pour plaisanter. Comment ça se fait que les Indiens ne pouvaient pas aller à l'époque? Vous le dites un moment dans votre livre, qu'il y a un classement, les Amérindiens ne pouvaient pas y aller, ou les nègres marrons. Alors, on choisissait alors les poilus à l'époque? Oui, on choisissait parce qu'en fait, il y a aussi une chose qui se passait, notamment pour les Américains, la ségrégation devait exister dans l'armée. Et donc, à partir du moment où vous arrivez sur le sol français, vous êtes un soldat, mais vous n'êtes pas un soldat comme les autres. En fait, les Américains, les Noirs américains, les Afro-américains devaient être là pour faire des travaux subalternes. Et on voulait absolument pas les armer, parce que ça pouvait leur donner des idées de faire la révolution chez eux. Et donc, il fallait trouver une solution. La solution, c'était de les mettre sous l'uniforme français. Ils combattaient avec les soldats français. Et on leur disait même une chose, on disait même aux poilus français qu'ils ne devaient pas serrer la main aux soldats noirs américains. D'accord, donc déjà, en 1915, le mot racisme existait déjà. Malheureusement, oui, il a existé même avant, même dans cette guerre où les hommes, finalement, devaient combattre sous le même uniforme. Il y avait de la douleur, de la violence, la peur de la mort. Il y en avait qui étaient toujours des hommes de deuxième catégorie, et peut-être même troisième ou quatrième catégorie. Nous allons parler de deux grandes figures de soldats, le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye et le Martiniquais Valentin Lindor. Leurs combats, leurs victoires et leurs influences qu'ils ont eues aussi pour ces jeunes poilus nègres. Valentin Lindor, on peut en parler en premier, c'est une histoire extraordinaire. Les deux histoires se ressemblent. Valentin Lindor, il part faire la guerre, donc il revient en 1920, et finalement... il n'existe plus comme soldat pendant de longues années. Il a vécu jusqu'à 104 ans. Et juste avant sa mort, on a toujours entendu parler un petit peu de la guerre, et puis après, il a fini par ne plus en parler, parce qu'il n'existe pas sur les registres militaires. Et donc, c'est sa petite fille qui finit par faire des recherches. Elle trouve dans une vieille mallette une médaille militaire et un petit diplôme que lui a remis l'armée. Et donc, elle fait toutes les démarches pour qu'il soit reconnu comme militaire. Et on devait donner... Jacques Chirac avait demandé à ce que les derniers poilus puissent avoir la Légion d'honneur. Et donc, 3 semaines avant sa mort, le 11 novembre 2004, il reçoit la Légion d'honneur et il meurt 3 semaines après. Dieu merci, il a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans. Sinon, il n'avait rien, il n'était plus reconnu comme militaire. Et Abdoulaye Ndiaye, qui est sénégalais, a à peu près la même histoire. Donc il va combattre déjà en Belgique, il va partir dans les Dardanelles, le chemin des Dames. Il a fait tous les fronts de la guerre. Il revient et là aussi on l'oublie. Il n'a pas de pension, il n'a rien du tout. Et Jacques Chirac toujours avait demandé à ce qu'ils aient les derniers poilus, donc et la Légion d'honneur. Et on réussit à trouver le dernier poilu africain, le dernier tirailleur sénégalais. Et donc on met en branle tout un dispositif avec l'ambassadeur de France, André Levine, qui doit lui remettre la Légion d'honneur le 11 novembre 1998. Voilà, tout est fait. Et il meurt malheureusement le 10 novembre, un jour avant la remise de la Légion d'honneur qui a été remise à titre posthume. Et finalement, ils ont réussi quand même à être reconnus comme soldats parce qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge tous les deux de 104 ans. Sinon, ils étaient oubliés dans les registres militaires. Mathieu, je fais appel à votre mémoire. Mis à part ces deux grands hommes qu'on vient d'évoquer ensemble là, il y en a d'autres.
Oui, quelques noms, donc juste quelques noms comme ça. On pourrait dire Camille Mortenol qui était guadeloupéen, et en fait il était dans la marine. Il a demandé à devenir amiral, mais on lui a pas reconnu cela, et puis il y avait toujours des discussions un petit peu racistes. Bon, on le traitait de nègre, et finalement à la fin de sa vie, sa carrière militaire, le général Gallieni, qui devait s'occuper de la défense de Paris lorsque les soldats allemands, entre le 1er janvier, en gros en janvier 1918 et la fin de la guerre, en novembre, on voulait déverser des tonnes de bombes sur Paris. Et donc, il a chargé Camille Mortenol, le capitaine Mortenol, de défendre Paris. Et donc, il a mis un système très ingénieux de projecteurs pour aveugler les avions allemands qui n'ont pas pu, à de très rares exceptions, bombarder Paris. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé dans toutes ces recherches, avec ces chercheurs, des ossements de soldats ? Oui, on en a retrouvé. Et il y a un soldat guyanais, notamment, qui a fini par être retrouvé. Il y en a d'autres. Et puis après, finalement, on a réussi à leur donner une sépulture, les ramener au pays, et puis mettre leur nom sur le monument aux morts, comme ça a pu être fait, d'autant plus qu'en Guyane, vous savez, il y avait finalement que les noms des Blancs pendant très longtemps qui étaient mis sur les monuments aux morts. Donc après, c'est un dispositif qui a été mis en place pour que les soldats noirs soient reconnus. Parlez-moi de Marcel Pliala, je sais pas. Plia, c'est ça, Plia. Ouais. Et Camille Mortenol. Qui sont ces deux figures aussi importantes, qui sont aussi dans les oubliés des Poilus nègres, non pas? Marcel Plia, c'est une histoire un peu particulière, parce qu'il est haïtien, en fait. Hein. Et en fait, il est arrivé en Russie. On ne sait pas trop comment il est arrivé en Russie, et il a combattu aux côtés des Russes. Et Marcel Plia, il a réussi à être dans l'aviation. Il a combattu dans l'aviation, et c'est vrai qu'il a eu des faits d'armes très importants, puisque il a réussi, à un moment, il était en train de combattre, et son moteur tombe en panne. Il répare en vol le moteur, et il réussit à se poser. Voilà. Et Camille Mortenol, donc c'est le Guadeloupéen dont je vous ai parlé, qui a réussi à bien défendre Paris. D'accord. Alors toutes ces grandes figures, bon, il y a des monuments aujourd'hui, il y a des plaques où on peut les commémorer, n'est-ce pas, dans Paris et dans les Outre-mer aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Il y a des plaques, notamment à Reims. Il y a quelque chose de très important à Reims. C'était un monument qui avait été dédié aux tirailleurs sénégalais, qui a été détruit par les Allemands en 1940 et qui a été reconstruit il y a à peu près 6 ans. Donc il y a plein de faits comme ça pour commémorer, rappeler qu'ils ont vraiment participé à cette guerre. Parlons très rapidement du monde cinématographique. Alors le film de Zane Palsy, Les Dissidents, et le livre Les Poilus nègres. L'histoire continue, bien évidemment. Est-ce que dans l'éducation nationale, à l'université, je pense qu'aux États-Unis, donc c'est fortement mis en avant cette histoire. Que manque-t-il aujourd'hui dans cette éducation nationale à Paris ? Il faut juste qu'on redonne leur place à ces hommes. Tout ce qu'on dit, c'est vous savez, c'est pas être contre la France de dire des choses comme ça. On peut pas nous taxer de concurrence des mémoires. Vous savez tout ce qu'on dit en général. C'est juste que les enfants, nos enfants antillais, africains, et les enfants français de souche, on pourrait dire, lorsqu'ils étudient l'histoire de France, ils voient juste qu'il y a des hommes qui ont participé aux côtés de leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères, à défendre ce pays, et voilà qu'ils ont leur part dans cette histoire, et c'est une manière de contredire, vous savez, la fameuse phrase qui a été prononcée par un ancien président, le discours de Dakar, l'homme africain ou l'homme noir n'est pas rentré assez dans l'histoire. Oui, l'homme africain est rentré dans l'histoire, et il a participé à l'histoire, tout comme les Antillais, les Guyanais, etc., les Tahitiens. Etc., comme vous dites si bien. Alors, il y a l'hymne national de la Marseillaise et aussi il y a l'hymne créole de ces soldats, les Poilus nègres. Merci je vais vous dire, d'aller à la page 73. Merci à vous, Mathieu Méranville, d'être venu sur le plateau d'Évasion littéraire. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour prochain Évasion littéraire avec un autre auteur. Je vous quitte avec la page 73. Voilà, où je vous lis la chanson « Camarade, le clairon sonne,
Il faut qu'il ne manque personne, voici ton heure, impôt du sang, en avant pour le régiment de Saint-Martin jusqu'en Guyane, du morne vert à la savane. France, tous tes enfants sont là, chantons en chœur l'hymne créole, les Guyanais, les Antillais sont fiers d'être soldats français. Adieu maman, maman chérie, on s'en va servir la patrie. Presse-moi bien fort dans tes bras en priant Dieu pour ton petit gars. Et toi, ma brune aux yeux noirs, mon idole, garde en ton cœur nos doux espoirs. Pendant qu'on fera notre devoir, chantons en chœur l'hymne créole, les Guyanais, les Antillais sont fiers d'être soldats français.